All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Le président, avant de poursuivre avec vos plaidoiries, je souhaite soulever une question, Maître Lukic, qui est la suivante. La défense a déposé 2 requêtes au fin de demander le versement en dossier en vertu de l'article 85. Ceci porte sur le prononcé de la peine. La première requête aborde 3 déclarations, la seconde une seule. Eu égard à la première requête et la réponse de l'accusation à cette requête, à la toute fin d'une contre-proposition, dans le cas où la Chambre de première instance autoriserait le versement au dossier de ces déclarations, de ces 3 documents, l'accusation demande à ce moment-là à ce qu'un document associé aux éléments de preuve que vous souhaitez présenter soit versé au dossier également. Et la Chambre se demande si vous souhaitez répondre ou répliquer à la réponse de l'accusation ou si vous vous en remettez au juge de la Chambre. Maître Lukic, nous allons répondre, Monsieur le Président. Aujourd'hui. Le Président, vous allez répondre aujourd'hui. Donc, nous allons entendre votre réponse, votre réplique, correction de l'interprète, portant sur la réponse de l'accusation, autrement dit, d'autoriser le versement d'un autre document. Le Président, si je me suis trompé entre la première et la seconde requête, veuillez me le pardonner. Donc, une requête portée sur 3 documents et une requête portée sur un seul document. Et donc, il s'agissait des positions de l'accusation par rapport à ces 3 documents, et c'est la raison pour laquelle ils ont soumis cette contre-proposition. Ai-je raison de le présenter ainsi, Monsieur Tiger? L'ordre est également exact. Le Président, donc pour finir, je me suis peut-être avancé parce que nous venons de recevoir un exemplaire à toutes fins utiles, parce que vous avez peut-être déjà déposé la deuxième requête qui ne porte que sur un document, Monsieur Tiger. Oui, les 2 réponses ont été déposées hier. Donc, nous allons vous entendre sur ce point. Donc, Maître Vitic, étant donné que ces questions à caractère pratique ont été abordées, je vous demande de bien vouloir maintenant présenter vos arguments dans le cadre de vos plaidoiries. Merci. Monsieur le Président, nous avons la première diapositive à l'écran. Avant de commencer, je souhaite signaler que nous avons déposé, dans le cadre d'une protestation et sous réserve des droits de la défense, un mémoire en clôture qui comporte 933 pages où nous avons mené une analyse en profondeur des différentes façons qui, à nos yeux, représente la façon dont l'accusation a omis de répondre aux critères de la charge de la preuve, ce qui est contraire à ce qu'exige le droit et les éléments de preuve en la matière. Nous allons aborder la question de la charge de la preuve. Mais avant de faire cela, je souhaite vous dire que nous n'allons pas tout répéter ni aborder ce qui figure dans notre mémoire en clôture, et ceci ne doit pas être interprété comme un quelconque renoncement à quoi que ce soit, parce que souvent, parce que nous nous reposons sur ces arguments exhaustifs et détaillés. Je pense que je dois être très concis et très précis, parce que lundi, j'ai entendu l'accusation lancer en la cantonade des termes comme aveu pour des éléments pour lesquels il n'existe pas une telle définition juridique. Donc, je souhaite faire particulièrement attention et être particulièrement clair. Nous aborderons la question de cet aveu plus tard également. L'accusation n'était pas d'accord avec certains des éléments qui figurent dans notre mémoire en clôture lors de la présentation de leur réquisitoire. Et je ne vais peut-être pas aborder chacun de ces éléments
oralement aujourd'hui et les jours suivants, mais je souhaite vous dire d'emblée que de telles omissions ne doivent pas être interprétées comme correspondant à un renoncement de notre argument ou aveu que l'accusation, que ce que l'accusation dit est exact. L'accusation, dans son analyse, n'est pas exacte et interprète et retourne la loi sur la charge de la preuve. Et l'inverse. Lundi, l'accusation a parlé de beaucoup de choses qui, d'après elle, nous n'avons pas prouvées dans notre mémoire en clôture. L'accusation avance que les affirmations de la défense n'ont pas été prouvées et que notre défense s'effondre. Il doit être clair que, conformément au droit de ce tribunal, la charge de la preuve ne nous revient pas. Nous ne devons pas prouver les éléments dans notre mémoire en clôture. Il nous incombe seulement d'établir le doute raisonnable pour ce qui est du général Mladic. Et si nous avons des éléments matériels à mettre, à vous présenter, vous devez déclarer qu'il n'est pas coupable. Vous voyez que l'accusation tente de déplacer la charge de la preuve pour la faire supporter par la défense. Il s'agit d'une tentative directe de manipulation qui consiste à induire les juges de la Chambre en erreur. La défense n'a pas à supporter la charge de la preuve dans le cadre de ce procès. Nous n'avons une charge de la preuve qu'au niveau de l'alibi s'agissant de Srebrenica. Et sauf votre respect, l'accusation a stipulé quel est notre alibi en termes de preuve. Et donc, pour nous, en ce qui nous concerne, nous avons rempli la charge de la preuve. Cette disposition a été remplie par cet alibi qui a été prouvé. Il s'agit manifestement du doute raisonnable en tant que tel. L'alibi est notre seule charge de la preuve. Pour ce qui est du reste, il revient à l'accusation de prouver chaque élément au-delà de tout doute raisonnable. Pourquoi parle-t-il de notre cause plutôt que de la leur? Cela signifie qu'ils ont perdu, que leur cause est faible. L'accusation tente d'imposer la charge de la preuve à la défense pour masquer les faiblesses de leur propre cause. L'équipe de défense du général Mladic n'est pas d'accord avec l'idée de déplacer la charge de la preuve pour prouver quelque chose. Le général Mladic m'a toujours dit, Danny, je souhaite que tu établissent la vérité. C'est tout ce que nous faisons. Nous vous aidons, messieurs les juges, à déterminer la vérité en examinant et en confrontant les éléments de preuve fournis par l'accusation, et nous constatons si eux ou non ont répondu à cette charge, aux charges de la preuve requise. Il souhaite que vous regardiez par le trou d'une serrure ou d'une épingle, en dehors du contexte. Il souhaite que vous ouvriez les yeux, que vous regardiez l'ensemble des éléments de preuve, comme une vision panoramique. Je souhaite clarifier et préciser les choses pour ceux qui, à tort, pensent que la défense à la charge de la preuve dans ce procès. Peut-être qu'il y a un malentendu à cause d'un commentaire que vous avez fait, monsieur le juge Jory, lors de la déposition de Pélémiche, lorsque vous avez dit dans un commentaire que des personnes innocentes peuvent venir au tribunal devant la Chambre pour prouver leur innocence. Vous vous souviendrez peut-être que le procureur McCloskey s'est levé pour essayer de comprendre et de corriger ce que vous vouliez dire. Et vous avez précisé, monsieur le juge Jory, non. Je crois que j'ai déjà insisté là-dessus plus tôt. Mais certaines personnes qui sont poursuivies par un tribunal pensent qu'ils vont se défendre eux-mêmes en prouvant leur innocence. Alors qu'il va sans dire que cela n'est pas ce que vous devez faire. Mais bien évidemment,
On ne vous empêche pas de le faire. Mais même si vous n'avez pas prouvé votre innocence, et même si l'accusation n'a pas prouvé votre culpabilité, dans ce cas, vous devriez néanmoins être acquitté, malgré le fait que vous n'avez pas prouvé votre innocence, parce qu'il ne s'agit pas d'un critère requis pour l'acquittement. Est-ce que tout le monde comprend cela suffisamment bien pour éviter toute confusion à l'avenir? Fin de citation. Je sais que M. McCloskey et moi-même vous ont entendu ce jour-là, et nous ne sommes pas désorientés. Mais je crains que d'aucuns le soient dans ce prétoire, peut-être de leur côté, ou peut-être des personnes dans la galerie du public seraient désorientées. J'espère que l'explication que vous avez donnée clarifie les choses et vous permettra d'examiner les arguments de l'accusation. S'il vous plaît, Monsieur le Président, mon client, le général, souhaite que vous teniez votre promesse de l'acquitter, même si nous ne prouvons pas son innocence, étant donné que l'accusation n'a pas réussi à répondre à la charge de la preuve. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre en exergue certains éléments et attirer votre attention sur certaines questions qui ont été posées au moment où les moyens de preuve ont été présentés et au moment où les arguments de la défense, de l'accusation ont été présentés, qui, d'après nous, ont une incidence et sont pertinents s'agissant de déterminer si oui ou non le critère du doute raisonnable a été réuni et si oui, sur quelle partie de la cause de l'accusation cela porte-t-il. J'ai le devoir en tant que professionnel d'insister auprès de vous et auprès de l'accusation et auprès du grand public qui suit ce procès et de mon client, ce que signifie la charge de la preuve et comment les éléments de preuve doivent être appréciés. Je fais valoir que les réquisitions de l'accusation qui ont abordé la question de savoir pourquoi vous devriez pencher en faveur des meilleures conclusions plutôt que des conclusions à des charges évidentes que l'on peut conclure à partir des éléments de preuve et qui reprennent de façon erronée la charge de la preuve. Pour ce qui est des meilleures conclusions, M. Traldi, à la page du compte-rendu d'audience 44 366-367, a parlé d'une meilleure définition de mise en liberté. Messieurs les juges, s'il y a deux conclusions alternatives et raisonnables au vu des éléments de preuve, vous n'êtes pas autorisé à reprendre la meilleure version de l'accusation. Vous êtes contraint à acquitter l'accusé. Dès que vous vous livrez à des conclusions, même dès le moment où vous vous livrez à des conjectures, vous devez conclure qu'il existe un doute raisonnable. Alors regardons maintenant, s'il vous plaît, cela et comprendre cet exposé précis des niveaux juridiques requis pour la charge de la preuve. Innocent jusqu'à ce que l'accusé soit déclaré coupable. La preuve au-delà de tout doute raisonnable. Il ne s'agit pas simplement de clichés ou d'expressions fourre-tout. Il s'agit de critères qui ont un sens et de charges qui ont un sens, qui sont imposées à l'accusation pour éviter des condamnations erronées. Pouvez-vous penser à ce qu'il peut y avoir de pire si quelqu'un est accusé à tort d'avoir commis un crime? La plupart des systèmes juridiques éclairés du monde entier se fondent sur une prémisse de base, à savoir que des condamnations pénales ont une incidence tellement forte sur la liberté et la vie d'une personne. C'est la raison pour laquelle nous exigeons le plus haut niveau de la preuve pour déclarer quelqu'un coupable d'un crime. Lorsque vous êtes condamné pour un crime, que ce soit d'une simple infraction jusqu'au génocide, l'accusation doit prouver votre culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Le fait que le général Mladic a été arrêté, détenu
ou mis en accusation pour des crimes ne devrait pas porter à croire ou déduire qu'il est coupable dans le cadre de ce procès. En réalité, nous devrions tous être d'accord pour dire qu'il est là, qu'il est innocent là où il est assis aujourd'hui devant nous. Le fait que les médias et les négociateurs internationaux ou les témoins de l'accusation ont présenté leurs opinions au sujet de la culpabilité de M. Mladic devrait susciter encore davantage de prudence de votre part et ne pas vous influencer à déduire sa culpabilité. Par exemple, l'accusation, lors de son réquisitoire, vous a énuméré des conclusions juridiques impropres émanant de témoins internationaux sur des questions liées aux crimes allégués, tentant manifestement d'envahir ce domaine juridique. Il vous faut rejeter ces arguments. Ce n'est pas parce qu'un représentant officiel des Nations Unies ou un négociateur international ou qu'un journaliste a conclu que Ratko Mladic était responsable lorsqu'il s'est livré au nettoyage ethnique ou toute autre conclusion juridique portant sur la responsabilité pénale. Page du compte-rendu d'audience 44 327 et suivante. Ce n'est pas ainsi que l'accusation prouve sa cause. Et la charte de la preuve n'est pas ainsi satisfaite. Messieurs les juges, il ne suffit pas de dire simplement que l'accusation doit prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé est coupable. L'accusé est présumé innocent en vertu de l'article 21.3 à tout moment jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Le général Mladic est innocent. Avant d'arriver au haut de la pyramide, le général Mladic est innocent. Encore une fois, d'après la loi, le général Mladic est innocent. Vous devez continuer à traiter le général Mladic de la sorte. C'est un innocent, indépendamment de ce qu'ils disent les médias, indépendamment de ce qu'avance l'accusation, parce que ce que dit l'accusation et ce que je dis moi aujourd'hui ne constituent que des arguments et non pas des preuves. Ce qu'ils avancent pour essayer de contourner le fait qu'ils ne disposent pas de suffisamment de preuves. Ça, c'est leur récit. Cela a-t-il un sens ou est-ce que cela vous porte à poser des questions? Et si vous posez des questions, vous devez l'accuser parce que ce qu'ils avancent, leur examen n'est pas leurs arguments. Parce que le récit qui est relaté ne constitue pas les moyens de preuve. L'accusation doit établir, au vu des éléments de preuve, chaque élément des crimes reprochés au-delà de tout doute raisonnable. Nous parlons là du haut de la pyramide. La Chambre de première instance doit résoudre chaque élément de doute en faveur de l'accusé en fonction du principe in dubio pro reo. Confère le jugement de la Chambre de première instance dans l'affaire d'Elich au paragraphe 23. La cause probable est ce qui a été requis pour l'arrestation de M. Mladic, ici en bas de la pyramide. C'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Cela ne suffit pas pour le condamner. Les moyens de preuve avancés par l'accusation doivent augmenter le niveau de certitude. D'abord, on doit atteindre le niveau de la prépondérance, ce qui est en général expliqué comme étant une preuve qui étaye un récit, permettant ainsi de calculer la probabilité pour que ces événements se produisent à 50%. Et si les éléments de preuve peuvent être avancés dans ce sens, le public et les médias peuvent condamner un accusé, mais ceci dans des cas civils. Mais cela ne suffit pas dans un procès pénal, et dans ce cas, vous devez acquitter. Ensuite, le niveau suivant. Les preuves doivent être claires et convaincantes, mais ceci requiert également un acquittement, mais ceci n'est pas
suffisant. Une autre façon d'aborder ces différents niveaux, il existe de multiples interprétations possibles. Mais prenez notre version parce que notre définition est la meilleure. Encore une fois, c'est exactement ce que l'accusation nous dit et nous a dit lundi dernier. Messieurs les juges, ce qu'ils avancent est un critère erroné. Apparemment, l'accusation ne comprend pas que clair et convaincant n'est pas suffisant. Toutes les fois que d'autres conclusions sont tirées au vu des éléments de preuve, cela n'a pas d'importance. Ce qui est mieux, ce qui est plus sûr ou ce qui est plus probable, il faut acquitter. Parce que ça n'est que lorsque vous parvenez au haut de la pyramide, lorsque la conclusion de la culpabilité est la seule conclusion et qu'il n'y a pas d'autre interprétation possible, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez condamner l'accusé. Simplement le haut de la pyramide et simplement le haut de la pyramide. S'il y a des explications multiples, cela doit conduire à un acquittement. Et si on va au-delà du haut de cette pyramide, il faut que vous hochiez de la tête. Les jeux sont faits, il faut acquitter. Et pourquoi l'accusation a-t-elle mis en avant un critère plus faible? Parce que l'accusation n'est pas sûre des éléments de preuve qu'elle avance. L'accusation sait qu'elle ne peut pas atteindre ce niveau très élevé de la charge de la preuve. Je sais que vous avez écouté, messieurs les juges, et si cela vous a échappé, je vous renvoie au compte-rendu d'audience où l'accusation nous a dit pour l'essentiel que vous devez acquitter le général Mladic. Parce que, d'après l'accusation, il faut que vous vous penchiez en faveur de la meilleure définition qui est la leur. L'accusation ne peut pas écarter tout doute et parvenir au haut de la pyramide au vu des éléments à leur disposition. Donc, au moment de leur réquisitoire ou de leur mémoire en clôture, lorsque l'accusation dit qu'il existe une meilleure interprétation, qu'il existe des preuves à décharge, que ce que le général Mladic a écrit est un mensonge et qu'en fait il dissimule ainsi son intention réelle, cela permet d'établir le doute raisonnable. Lors du procès, j'espère que vous vous souviendrez combien de fois nous devions citer à nouveau, lors des questions supplémentaires, les mêmes documents utilisés par l'accusation lors de son contre-interrogatoire et ensuite retrouver la prochaine ligne ou paragraphe qui était tout à fait le contraire de ce que l'accusation venait de dire et à propos de ce que le document prouvait. Si l'accusation représente de façon erronée ou de façon incorrecte les éléments de preuve, à ce moment-là, il doit y avoir un acquittement. Alors, l'accusation nous a facilité notre tâche. Il est vrai, messieurs les juges, vous aurez à délibérer. Ils ont reconnu lundi que leur cause ne se situe pas en haut de la pyramide parce qu'ils ont argué du fait qu'il ne faut pas tenir compte d'autres conclusions et adopter plutôt la meilleure conclusion, c'est-à-dire le doute raisonnable. En vertu de la loi, vous pouvez délibérer tout de suite maintenant et prononcer un acquittement en vous fondant simplement sur ce que l'accusation a dit. Ceci correspond à un aveu de la part de l'accusation. Il s'agit d'un véritable aveu, non pas cette définition fantaisiste dont nous avons entendu parler dans la bouche de l'accusation, qui est allée trop loin, qui tente de parvenir par tous les moyens possibles en haut de la pyramide. À la page du compte-rendu d'audience 44 408, lorsque l'accusation nous a dit que la déposition de Pierre Takes ne constitue pas un oui-dire, mais tout un aveu de M. Mladic. Si Pierre Tucker a entendu ces paroles prononcées directement par M. Mladic en dehors du prétoire en BCS et qu'il est venu devant la Chambre pour nous dire ce que Mladic a dit, c'est la définition même du oui-dire. Si Pierre Tucker a entendu parler d'un interprète de deuxième main, ce que Mladic lui a dit en BCS en dehors du prétoire, et que Essie Tucker est venu témoigner à ce sujet,
À ce moment-là, il s'agit d'une définition ou d'un cas d'école de double oui-dire. Même si cela est admissible, il faudra néanmoins l'apprécier en faveur du poids qu'il faut lui accorder, et sauf votre respect, le poids à lui accorder serait assez faible. L'accusation est en train d'essayer de vous vendre cet argument, à savoir qu'il s'agit d'un aveu et non pas du oui-dire. Et l'accusation ose changer la loi et les définitions en vertu de la loi pour répondre aux faiblesses de sa cause et condamner à tort l'accusé, en espérant que les juges de la Chambre adopteront un niveau plus faible que celui du doute raisonnable. La jurisprudence est très claire à cet égard. Le critère pour déduire une intention des actes de l'accusé, c'est que cette déduction doit être la seule déduction possible, raisonnable. L'arrêt dans Vassilievitch, paragraphe 128, toutes les conclusions basées sur les éléments de preuve indirects doivent être la seule conclusion raisonnable possible. C'est ce que vous avez dit, monsieur le juge Moloto, dans le jugement de première instance dans l'affaire Martich, paragraphe 24. S'il existe un élément de preuve, si un élément de preuve à charge peut conduire à une interprétation raisonnable que celle de la culpabilité, l'accusé doit être acquitté. Monsieur le juge Horry, c'est vous qui avez dit cela dans le jugement Horry, paragraphe 15, et dans le jugement Haradinaj, paragraphe 7. Il ne s'agit pas de mes mots. Ce sont vos mots. L'accusation essaie d'altérer vos mots, d'altérer le droit et les conclusions. Le président Metrivetich, j'ai quelques problèmes pour ce qui est d'attribuer à un juge individuel un jugement qui a été rendu par une chambre. Et mis à part cela, dans le jugement Orich, et je ne sais pas à quoi vous avez fait référence pour ce qui est de mon rôle, pour ce qui est de ce jugement Metrivetich, j'ai peut-être dû dire Haradinaj, mais le président, mais encore dans l'affaire Haradinaj, il n'y avait pas d'opinion séparée ou quoi que ce soit d'autre. Et je suppose que vous avez fait référence au juge en tant que membre de la Chambre qui a rendu ce jugement. Mais cela n'est pas la même chose lorsque vous apportez un jugement personnel pour des raisons formelles. J'ai dû dire cela pour que cela soit consigné au compte-rendu, mais vous avez le droit d'attirer notre attention sur des jugements rendus par des chambres dont nous faisions partie. Metrivetich, c'est vrai, monsieur le président. Donc c'était donc le jugement dans l'affaire Haradinaj et non pas dans l'affaire Orich Metrivetich. Oui, j'ai dû dire cela. Donc j'ai apporté une correction à cela. Maintenant, je vais donc je ne vais pas demander qu'on regarde la diapositive suivante, ni la diapositive qui suit, l'accusation. Donc, essaye de changer et de réécrire de nouvelles règles. Et nous savons tous que la tâche la plus difficile est d'arriver au sommet de la pyramide. Et nous avons besoin de croire maintenant que vous, monsieur les juges, vous appréciez l'avis de tout un chacun et la liberté de chacun pour s'assurer que mon client ne soit pas envoyé en prison pour y passer le reste de ses jours. C'est dont il s'agit ici, pour un crime qu'il n'avait peut-être pas commis. C'est ce qui est en jeu ici. Il s'agit de la possibilité pour M. Mladic de rentrer chez eux, de passer du temps en toute tranquillité avec les gens qu'il aime et de mourir chez eux entouré de ceux qu'il aime et non pas dans une cage en béton, en prison. La société dit que vous devez être absolument certain que l'accusation, en présentant ses moyens à charge, avait prouvé sa culpabilité avant d'envoyer
quelqu'un à mourir en prison. Nous savons que toutes les personnes doivent être traitées de la même façon. Ratko Mladic n'a pas moins de droits parce que tout simplement il est Ratko Mladic. Une procédure régulière exige que vous devez traiter Ratko Mladic de la même façon que la façon à laquelle vous auriez voulu qu'on traite vos proches, un membre de votre famille, par exemple, s'il était accusé d'un crime. Donc, si vous ne voulez pas qu'une telle chose n'arrive à vos proches, vous devez traiter Ratko Mladic de la même façon également. Monsieur Tiger et Monsieur Traldi ont fait 98 références au président Karadzic et rien de moins. Et ils ont donc présenté des allégations contre le président Karadzic. Et c'était le premier jour lorsqu'ils ont présenté leurs moyens de preuve les meilleurs contre le général Mladic pour dire que la défense veut donc souligner que l'accusation n'a pas présenté de manière correcte dans leur mémoire en clôture. Cela parce que nous, en fait, notre avis est que l'accusation n'a prouvé aucune des entreprises criminelles communes, ce qui veut dire que ni Karadzic, ni Mladic, ni qui que ce soit d'autre n'est coupable. Dans notre mémoire en clôture, nous avons analysé des moyens de preuve pour montrer que même si la thèses de l'accusation sont appréciées à leur valeur maximale, et les éléments de preuve sont appréciés à leur valeur maximale, et même si les allégations concernant la culpabilité de Karadzic et d'autres sont valides, il n'y a toujours pas d'appui pour pouvoir dire que M. Mladic est membre de cette entreprise criminelle commune. Les actes et les agissements de Mladic parlent contre toute participation à une entreprise criminelle commune. C'est pour cela que les allégations de l'accusation se concentrent sur les déclarations faites par d'autres personnes. Pourquoi doit-on déclarer Mladic coupable sur la base de cette association? Jean Mladic était peut-être un îlot où régnait l'honneur et l'éthique parmi les despotes. Pour la Serbie, il est ce que le général Patton ou général MacArthur sont pour les États-Unis. Il était le général des soldats. Il n'était pas général entre le marteau et l'enclume. Il était général dont la mission était impossible. Il a fait son travail consistant à défendre son peuple et son pays en tant que soldat, qui a essayé de ne pas être impliqué en politique. Si vous avez déjà Karadzic et ces autres personnes qui avaient déjà été condamnées, et si chacun d'entre eux était en mesure de commettre ces crimes, pourquoi Mladic est-il nécessaire là? Et en fait, ces condamnations donnent lieu à des doutes raisonnables, à des théories alternatives portant sur la culpabilité concernant le général Mladic. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? L'accusation veut que vous soyez aveugle, que vous regardiez en fait le monde par un trou étroit. Nous avons entendu M. Tiger parler de Srebrenica. Il a dit quelque chose il a dit deux choses qui, selon lui, ont prouvé la culpabilité de Mladic. C'est un entretien télévisé, P1147, page du compte-rendu 44 329, où le général Mladic est montré en train de passer par Srebrenica et se rendant vers Potocari. Il ne sait toujours pas ce qu'il va trouver à Potocari. Il s'attend toujours à ce qu'il trouve une force ennemie qui l'attendent pour le combattre. Est-ce que c'est la vengeance dont il parle, se combattre homme contre un combattant armé pour le faire essuyer une défaite définitive? Il s'agit en fait de la répétition d'un conflit
de longue date où les forces musulmanes de Nasser Oric à Srebrenica avaient déplacé le peuple serbe indigène de cette région en menant des raids meurtrières dans des villages serbes aux alentours qui ont eu pour conséquence la mort de 1300 Serbes. La défaite militaire des forces d'Oric et le fait de permettre aux Serbes de rentrer chez eux dans une zone plus large de Srebrenica serait une forme de vengeance honorable. Les éléments de preuve sont à étayer cela et c'est une conclusion raisonnable. Une autre interprétation est possible. Peut-être que Jean Mladic pensait que la nouvelle portant sur la défaite rapide de Srebrenica serait choquant, qui bouleverserait l'esprit de l'armée bosnie-herzégovine dans le reste de la Bosnie pour permettre à arriver à une cessation complète des hostilités pour en finir la guerre. Et c'est quelque chose, c'est ce que le Jan Mladic essayait de faire pendant la période précédente, lorsque l'armée BH opposait une résistance et évitait une cessation d'hostilité. Et à la place de cela, elle a continué à mener la guerre et le carnage. P2190, page 1, page du compte rendu 16801, P345, page 190. Et c'est aussi une forme légitime de vengeance, d'après eux, et le sens commun nous dit qu'il s'agit d'une conclusion logique et une conclusion qu'on peut tirer des éléments de preuve. Et cela également demande l'acquittement. Peut-être que le Jan Mladic pensait de la façon à laquelle il allait traiter les civils avec gentillesse et dignité pour montrer que les Serbes étaient dignes et qu'ils étaient au-dessus de Nasser Oric du point de vue éthique pour peut-être gagner le soutien du peuple et des médias. Il s'agit également là d'une forme de vengeance qui suscite l'admiration. Une telle vengeance aurait pu faire changer la perception de l'opinion publique par rapport aux actions de l'armée BIH. C'est un autre exemple de doute raisonnable et d'autres mots enregistrés de M. Mladic sont en conformité avec cela. Nous voyons comment il a parlé aux civils à Potocari et nous allons parler d'autres exemples plus tard. Et ce qui est le plus important, Monsieur le Président, d'après le mémoire en clôture de l'accusation au paragraphe 111.05, l'entreprise criminelle commune qui, d'après eux, a mené au meurtre des hommes de Srebrenica n'existait même pas à l'époque où M. Mladic a prononcé ces mots. Maintenant, on peut passer à la diapositive suivante. Maintenant, nous allons parler des mots prononcés par M. Mladic à la troisième réunion à l'hôtel Fontana. M. Tiger, lundi cette semaine, nous a montré seulement 30 secondes de cette vidéo pour prouver l'implication de M. Mladic à tout cela pour l'accuser. Pourquoi l'accusation ne voulait-elle pas qu'on regarde plus de 30 secondes de cette vidéo? Pourquoi ont-ils tiré les propos de M. Mladic du contexte? C'est parce que leurs arguments sont faibles, sans aucune force, et les éléments de preuve doivent être écrasants. Et pour ce qui est de cette réunion, la troisième réunion à l'hôtel Fontana, regardons à nouveau ce mauvais garçon et regardons le contexte entier. Est-ce qu'on peut maintenant regarder la vidéo? On n'entend pas. Il n'y a aucun besoin que vous
périssiez, ni vous-même, ni vos frères, ni vos pères. Et j'ai déjà dit à ce monsieur hier soir que vous pouvez survivre ou que vous pouvez disparaître. Pour votre survie, je demande que tous vos hommes qui portent des armes et également ceux qui ont commis beaucoup de crimes contre notre peuple rendent leurs armes à l'armée de la République Srpska. Vous pouvez ensuite choisir de rester sur ce territoire ou, si vous préférez, de partir de ce territoire. Tous ceux qui veulent partir pourront partir et on va... Comment contacter ces autres? Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous désarmer vous-même, à savoir le reste de votre armée. Ils peuvent rendre leurs armes à mes officiers en présence des officiers de la force PRONU. Vous pouvez choisir de rester ou de partir, si vous le voulez. Si vous voulez partir, il faut que vous exprimiez là-dessus. Après la reddition des armes, vous pouvez partir si vous le voulez. Il faut seulement avoir du carburant. Je vais donner des véhicules. Vous ne pouvez pas fournir du carburant. Vous n'avez pas d'argent pour le payer. Si vous ne pouvez pas le payer, il faut que la force PRONU assure 4 ou 5 citernes de carburant pour les camions. Il s'agit beaucoup de population et il faudrait résoudre cela. C'est votre choix. Vous pouvez partir, mais moi, je ne veux influencer votre décision. Les innocents peuvent rester. Si vous voulez partir, vous pouvez partir en Serbie ou en traversant la Serbie. Je n'ai rien contre cela. Vous pouvez partir vers les pays de l'Europe de l'Ouest, si vous le voulez. À la même réunion, à l'hôtel Fontana, Krstić, qui était assis près de Mladić, par rapport à cette réunion, nous avons donc entendu l'accusation dire qu'une décision a été rendue. M. McCloskey a dit que ces deux avaient un dîner après la réunion, je cite, dans une ambiance tranquille et confortable de l'hôtel. Et il a appelé cela le moment pour rendre la décision. Transcript 44 552. M. McCloskey n'a pas dit que ce même général Krstić, le lendemain, a rendu un ordre. Et c'est des 290. Et à la page 4 de cet ordre, on peut lire, je cite, « Nos opérations ne sont pas dirigées contre la population musulmane civile ni contre la force PRONU. Il faut que vous les regroupiez et les gardiez. Mais il faut que vous détruisiez les groupes musulmans armés. » Fin de citation. Et il faut que je dise là aussi que ce, entre guillemets, dîner dans une ambiance confortable et tranquille de l'hôtel a été inventé pour la première fois dans le réquisitoire, puisque cela n'est pas mentionné dans leur mémoire en clôture, ni dans les éléments de preuve, mais nous allons en parler lorsqu'on parlera de Srebrenica. Mais maintenant, parlons du contexte, du vrai contexte pour ce qui est de la réunion à l'hôtel Fontana. À ce moment-là, le général Mladić ne savait toujours pas où se trouvaient les forces militaires du parti opposé, où se trouvaient les membres de la 28e division de Nasser Orić et de la MBH. Il est incontestable que les forces d'Orić étaient plus fortes par rapport aux forces dont Mladić disposait à Srebrenica et que ces forces présentaient un risque sérieux. Par exemple, ce sont des pièces des 1448, des 270, page 33 467, la page du compte rendu 10 908 jusqu'à 10 910.
Et comme c'est confirmé par les soldats du bataillon néerlandais qui ont témoigné ici, l'armée de BH se cache derrière des civils. C'est ce qu'ils ont souvent fait pendant toute la guerre dans le cadre du concept de la ville défendue. Nous allons en parler plus de ce concept de la ville défendue. Qu'est-ce que cela veut dire, tout cela? Cela veut dire que d'après ce scénario, la réunion à l'hôtel Fontana peut être perçue comme une menace militaire légitime contre une force ennemie, au lieu de la percevoir en tant qu'interprétation déformée présentée par M. Tiger. Et M. Kloski a été forcé de joindre cette interprétation plus tard. Vous n'êtes pas obligé d'accepter mon interprétation bénigne de cette réunion. Écoutez ce que l'expert militaire de l'accusation Richard Butler en a dit. Il a regardé les enregistrements de toutes les réunions qui se sont tenues à l'hôtel Fontana et il vous a dit que du point de vue militaire, il n'y avait rien d'inapproprié et qu'il s'agissait des mots qui ont été prononcés, qui étaient légitimes, bien que durs, et que Mladic croyait toujours que les forces de Rich restaient à Srebrenica, les forces de la 28e division. Butler nous a également dit que Krivaya 95 ainsi que toutes les attaques dirigées contre la colonne de la 28e division à Srebrenica présentaient des combats légitimes. Vous pouvez vous référer à des citations du témoignage de M. Butler. En fait, le procureur Moskowski vous a dit que l'opération Krivaya était une opération légitime. Je suis certain que vous allez vous rappeler ce qu'il a dit pour ce qui est des attaques dirigées contre la colonne de la 28e division, en indiquant qu'il s'agissait des attaques légitimes, juste comme Butler. Et maintenant, vous devez vous poser la question suivante. Les commentaires de Mladic à la réunion à l'hôtel Fontana peuvent-elles être comprises comme des commentaires bénignes et logiques dans le cadre du contexte de l'opération militaire légitime qui était en cours contre un objectif militaire légitime, comme c'est la continuation de l'opération Krivaya 95 ou les combats dirigés contre la colonne de la 28e division? Bien sûr que on peut les percevoir comme ceci. C'est ce que les éléments de preuve de l'accusation nous montrent. Et ce que M. Tiger est en train de faire et pourquoi M. Kloski l'autre jour a joint M. Tiger pour en fait désavouer leur expert militaire. Quelle est la base militaire ou quelle est l'expertise qu'ils ont utilisée pour vous dire que sur la base de ces 30 secondes de la vidéo qui ont été montrées qu'ils étaient animés d'une intention criminelle? L'accusation essaye d'altérer leurs moyens de preuve puisqu'ils ont compris que les moyens de preuve présentés sont en faveur d'un acquittement. Si vous ne vous penchez que sur les discours à l'hôtel Fontana, donc on peut finir ce procès. Il s'agit d'un doute raisonnable. Il faut acquitter l'accusé à l'hôtel Fontana. Jean Mladic essaye de sauver des vies de ces soldats, des civils qui auraient pu se trouver au milieu des combats puisque l'armée BH les utilisait comme des boucliers humains. Mais il ne s'agit que des mots, il ne s'agit pas d'actes. Comment l'accusation ose-t-elle affirmer le contraire, vu la charge de la preuve et le critère de la charge de la preuve? Pourquoi le Jean Mladic ne peut-il être, pas-t-on, quelqu'un qui œuvre pour la paix, un bon gars? C'est parce qu'il est serbe. Si les éléments de preuve nous permettent d'arriver à plus d'une interprétation, vous êtes forcé par le droit de prononcer l'acquittement du Jean Mladic. Déjà, le premier jour du réquisitoire de l'accusation, nous avons été confrontés à des problèmes, à des incertitudes, puisqu'ils n'ont pas tenu des promesses qu'ils ont présentées dans leur mémoire, dans leur déclaration liminaire et dans l'acte d'accusation, puisque dans les déclarations liminaires, l'accusation
donc à présenter ses promesses au juge, au public et à la défense également, en disant quels seront leurs arguments et ce qu'ils prouveront en présentant des moyens de preuve en conformité avec les critères de la preuve appropriée. Ce qu'ils disent ici, ce n'est pas ce qu'ils ont dit au début. Et il y avait d'importantes modifications. Avant de nous pencher sur les éléments de preuve et les arguments de la défense concernant les chefs de l'accusation, j'aimerais aborder quelques critères juridiques pertinents ainsi que des problèmes et des incertitudes soulevés par l'accusation. Monsieur le Président, il est important de voir ce que l'accusation a promu, et puisque cela montre deux choses. D'abord, cela montre que les éléments de preuve présentés ne sont pas aussi forts que les éléments de preuve qu'ils ont promis de présenter. Donc cela englobe également la question concernant la charge de la preuve. Nous avons déjà parlé de cela aujourd'hui. La deuxième chose, cela donc également concerne la sincérité de l'accusation pour ce qui est du libellé des éléments de preuve et la manière à laquelle ils sont présentés. S'ils doivent déformer et présenter de façon erronée les éléments de preuve, il ne s'agit pas de bons éléments de preuve. Pourquoi ils font cela? Je n'ai pas suffisamment de temps pour présenter toutes les promesses par l'accusation dans leur déclaration liminaire, mais je vais parler de deux exemples selon lesquels il faut comparer les promesses avec les moyens de preuve présentés par l'accusation. Mardi cette semaine, l'accusation a parlé de l'utilisation des tireurs embusqués à Sarajevo, et cela faisait partie de leur allégation contre le général Mladic. Permettez-moi de vous rappeler ce qui a dit lors de la déclaration liminaire par le procureur Dermot Groom à ce même sujet. Et voici la promesse qu'il vous a faite. Et je demande l'affichage de la diapositive suivante. Monsieur Groom, Monsieur le Président, je vais à présent vous parler des tirs embusqués. Les francs-tireurs ont joué un rôle différent dans la campagne de terreur contre les habitants de Sarajevo. Le bruit et l'imprécision des bombes aériennes modifiées contrastaient avec le silence mortifère des balles des fusils de précision. Les habitants de Sarajevo se cachaient derrière les bâtiments et les conteneurs, cherchant à rassembler le courage nécessaire pour traverser la rue en courant, où d'autres avaient déjà été abattus. Perchés en silence autour de la ville, les soldats de la VRS guettaient la ligne de tram depuis les hauteurs, au-dessus des chemins que les civils devaient emprunter pour aller chercher des vivres, du combustible pour se chauffer. Le doigt posé sur la gâchette en attendant que quelqu'un ose traverser la ligne de mire de leurs lunettes. La rue principale qui longe la Miliachka est devenue si célèbre à cause des tirs qu'on l'a baptisée Snipers Alley, l'allée des tireurs embusqués. Et le procureur Groom a promis ce qui suit. L'un de ces tireurs embusqués comparaîtra devant vous et témoignera sur cet aspect de la campagne des terreurs. Il décrira les ordres qu'il a reçus de tirer tous ceux qui bougeaient et passaient en dessous de sa cachette. D'autres témoins expliqueront comment les francs-tireurs ont été formés et comment leur activité autour de la ville était coordonnée. Et donc, ce témoin a été entendu, mais peu avant, il a été dit que ce n'était pas un franc-tireur. Il gardait un bâtiment. Le témoin est le témoin protégé, RM 141, donc je ne vais pas donner trop de détails, mais l'accusation a voulu modifier le résumé au titre de l'article 65 ter pour dire que ce n'était pas un tireur, mais travaillait avec les tireurs, mais faisait quelque chose d'autre. Ensuite, ce témoin a déposé et il était dit qu'il avait reçu pour mission de garder un emplacement militaire près de la ligne de front et avait reçu l'ordre de tirer tout ce qui traversait la ligne de front et venait vers lui. Comment ?
la différence ne pourrait être plus criante. D'abord, un témoignage interne accablant incriminant le général Mladic. Ce récit est devenu une description tout à fait anodine et normale, dirais-je, des ordres qui seraient donnés à n'importe quel soldat dans n'importe quel pays de tirer sur tout ce qui traverse la ligne de front et vient vers vous. Je dois souligner qu'aucun témoin n'a été convoqué par l'accusation pour répondre aux promesses de M. Groupe. Et c'est cela qui me pose problème. RM 141 avait déjà déposé dans pas moins de 2 procès auparavant, chaque fois avant les déclarations liminaires de l'accusation. Donc je vous demande de leur demander d'où provient cette information trompeuse, car l'accusation sait pertinemment que cette personne n'était pas un franc-tireur puisqu'elle l'a présenté dans 2 autres procès. Plus troublant encore, nous avons entendu que l'accusation maintient l'argumentaire de sa déclaration liminaire au sujet des tirs embusqués à Sarajevo, bien que le témoin principal témoins et témoignages principaux aient fait défaut. Ils ne vous ont pas demandé de vous en souvenir. Ils ne vous ont pas non plus rappelé que le général Rose de la Fort Pronu avait écrit que la police musulmane de Bosnie à Sarajevo avait une unité de tireurs d'élite spéciale chargée de tirer sur ses propres civils afin d'incriminer les Serbes. Cette note de récollement du général Rose a été abordée avec les témoins Thomas et Fraser. Ils ne vous ont pas rappelé non plus que le témoin Edin Garaplia, lui-même membre de la police secrète de Bosnie, dans ses enquêtes, a confirmé que cette unité, appelée Sheva, avait existé et qu'elle avait mis en scène un grand nombre des incidents de tir à Sarajevo, y compris le tristement célèbre fait dit de Roméo et Juliette sur le pont. Compte rendu d'audience, page 33 1916. Elle ne vous a pas non plus rappelé que le témoin Sergueï Morez nous a dit que le personnel des Nations Unies a signalé que des francs-tireurs de l'armée de Bosnie traversaient en zone neutre juste devant le territoire serbe pour tirer sur Sarajevo depuis ses positions. Compte rendu d'audience, page 42 358 jusqu'à 359. Est-ce là tout ce que l'accusation est capable de démontrer? A-t-elle fait preuve d'honnêteté et s'est-elle ainsi acquittée de son devoir? N'oublions pas que malgré l'échec de son dessein initial, lorsque le récit des snipers, des tireurs embusqués s'est écroulé, l'accusation à M. Weber, mercredi, n'a eu aucun scrupule à continuer à utiliser la thèse imaginaire de francs-tireurs ayant reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge, en parlant de la 2e brigade Romagna, compte rendu d'audience 45 509 à 510. Malheureusement pour M. Weber, une fois de plus, les personnes ayant reçu ces ordres ne sont pas des francs-tireurs, ce sont des soldats ordinaires. Et cet ordre est donné près des lignes de front où il est parfaitement légitime. L'expert militaire Kovac a présenté le droit militaire relatif à la question et nous approfondirons cette question la semaine prochaine. Mais l'obstination de l'accusation à manipuler sans cesse les moyens de preuve pour vous influencer à l'aide d'affirmations fallacieuses, eh bien, cela relève du doute raisonnable. Une autre promesse venant de l'ouverture du procès. Passons, si vous le voulez, à la diapositive suivante. À la page 508 du compte-rendu d'audience, voici les promesses que vous faisait le procureur McCloskey. À l'automne 1995, Mladic et Karadzic ont décidé d'exhumer les gigantesques fosses communes d'Orahovac, Petkovici, Kozluk, Braniewo et Kravica, et d'éparpiller les restes humains dans plus de 30 fosses de plus petite taille, cachées dans des zones isolées, dans l'espoir
que l'OTAN ou le TPY ne les trouve pas. Le général Mladic lui-même a approuvé les quantités énormes de carburant nécessaires à cette tâche. Dans un document signé par le général Mladic, il a déclaré, et ensuite l'on parle du carburant. Le document en question, auquel faisait référence M. McCloskey, est le document P1500. Et lors de le procès avec l'expert Butler et les autres et un autre témoin, ce récit a été réitéré et M. McCloskey a souligné que cet ordre était de la main même de Mladic, compte rendu d'audience 11 660 à 661 et 16 438 à 16 439. Nous avons analysé cette question dans notre mémoire en clôture au paragraphe 3293 à 3304 et démontré que ce document, P1500, en réalité ne devait pas provenir du général Mladic. Et vous pouvez donc imaginer ma surprise lorsque j'ai ouvert le mémoire en clôture de l'accusation pour constater que l'accusation était d'accord avec moi et reconnaissait que les documents commençant par le préfixe comme P1500 03/04 entouré en rouge à l'écran ne provenaient pas de Mladic, mais de l'administration des opérations et de l'entraînement. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans la section relative à Srebrenica par l'accusation. On le dit au début du mémoire, des centaines de pages plus loin, au paragraphe 54. Messieurs les juges, cet aveu de l'accusation revient à accepter l'argument de la défense selon lequel la pièce P1500 ne devait pas provenir de Mladic. Toutefois, au paragraphe 134 de son mémoire, l'accusation insiste encore pour dire que P1500, avec le préfixe 0304, provient directement de Mladic. Peut-on dire cela? Peut-on dire que est-ce que l'on peut dire que vous dire que le seul ordre criminel que nous avons trouvé pour Mladic est le P1500 et la seule conclusion, c'est que c'est lui, Mladic, qui l'a signé de sa main et envoyé, et surtout, après avoir reconnu que les documents avec le préfixe 0304 ne venaient pas de Mladic, peuvent-elles exclure, ou peut-elle exclure l'accusation que quelqu'un d'autre ait utilisé le nom de Mladic? Est-ce que l'accusation a été honnête? L'interprète se reprend. Est-ce que l'accusation peut exclure que quelqu'un d'autre ait utilisé illégalement le nom de Mladic, compte tenu des faits? Le président n'est-il pas temps de faire une pause, Maître Ivetic? Oui, nous pouvons faire la pause maintenant, le président. Nous allons faire la pause et reprendre à 13h15.